bonjour à toutes et à tous. Un immense merci d'être ici. On sait que la concurrence est rude à cette heure-ci, donc merci de venir discuter avec nous de biodiversité. On sait aussi qu'on n'est pas la seule intervention sur le sujet, donc c'est une bonne nouvelle. C'est un sujet pour nous qui est très important, EcoAct. On travaille là-dessus depuis quelques années maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cet axe-là, par retour d'expérience, puisque c'est... Enfin, voilà, on fait face à ces questions à chaque fois qu'on discute avec nos clients, donc peu importe leur maturité ou où ils en sont dans leur stratégie biodiversité. Finalement, c'est une thématique sur laquelle il est très important de se poser les bonnes questions pour choisir des actions qui soient pertinentes. Donc, juste une petite question un petit peu pour sonder la salle ici. Qui d'entre vous, donc, en levant juste la main, a déjà initié une démarche biodiversité, juste pour savoir? Ok, donc qui d'entre vous a déjà évalué ses impacts / pression et dépendance? Ok, ses risques et opportunités? Il y en a déjà moins. Et qui a une stratégie hyper développée sur ses sites, sa chaîne de valeur, TNFD, SBTN? Non, ok. Bon, ça risque d'être peut-être un petit peu utile quand même, mais avec plaisir pour avoir vos retours à la fin et voir si vous êtes alignés avec justement ces questions que nous on propose et qui puissent vous guider en fait pour agir de façon pertinente. Donc aujourd'hui on sera 3 intervenantes. On a la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Élodie Daucher-Duchemin. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Élodie Daucher-Duchemin, moi je suis manager environnement dans le groupe Renault au niveau de la direction hygiène, sécurité, environnement. Et je suis en charge de la définition et du déploiement des politiques techniques pour nos sites opérationnels. Voilà. Donc on sera aussi 2 personnes d'EcoAct. Donc Sabrina Capon, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Sabrina Capon, donc je suis écologue de formation, je suis chez EcoAct manager nature, donc j'accompagne les clients avec nos consultants sur les sujets nature, donc que ce soit sur la partie volontaire, donc TNFD, SBTN, mais également toutes les démarches réglementaires comme la CSRD. Et donc moi-même, Jeanne Barrère, moi je travaille dans l'équipe recherche et innovation d'EcoAct, donc sur les sujets nature. Voilà. Donc pour la suite, ce qui est important pour nous, c'est quand même de rappeler quelques concepts clés pour s'assurer déjà qu'on part sur les mêmes bases, qu'on n'est pas forcément au courant de chaque maturité de chacun d'entre vous. Donc on se permet 2-3 slides de contexte pour initier la présentation. Donc on va parler déjà de biodiversité, de définition. Donc je ne sais pas, sûrement vous avez participé à d'autres présentations et vous connaissez déjà la biodiversité, vous savez déjà que c'est un sujet qui est complexe. Donc pour faire très simple, la biodiversité, c'est finalement tout ce qui est vivant dans la nature. Si on veut aller un petit peu plus dans la complexité, on peut regarder le petit schéma en haut à droite. Au final, la biodiversité, c'est les interactions qu'il y a entre ces 3 éléments. Donc c'est la diversité des écosystèmes, qu'on parle de forêts tropicales, de forêts tempérées ou de zones humides par exemple. Ça va être la diversité des espèces qui vivent dans ces écosystèmes, mais également au sein même de ces espèces, du coup, des individus à l'échelle des gènes. Et donc c'est les interactions aussi entre tous ces 3 éléments qui vont définir la biodiversité. Donc on comprend déjà un petit peu la complexité de cette notion. Et en fait, derrière la biodiversité, il y a certaines notions et certaines définitions qui sont vraiment associées à ça. Et donc vous allez sûrement entendre ces termes, ces concepts qu'on va aborder tout au long de la présentation. Donc on va parler de nature, de capital naturel, de services écosystémiques, de dépendance, de pression et d'impact. C'est vraiment un vocabulaire qui est assez spécifique. Et vous avez déjà sûrement tous entendu ces termes dans d'autres présentations. Donc pour commencer, j'espère qu'on est tous convaincus ici, mais que le monde naturel, la nature, c'est notre bien le plus précieux et que toute notre économie en dépend. Donc on va, comme je précisais tout à l'heure, donc on parle de capital naturel ou de nature, finalement c'est exactement la même chose. C'est juste que quand on parle de capital naturel, on met notre petite casquette finance et on regarde la nature comme un stock d'actifs environnementaux. Et c'est finalement tout ce qui est vivant ou non vivant sur la planète. Donc on va parler de
des plantes, des animaux, des ressources minérales, des sols, etc. Donc ça c'est pour la partie de définition. Et la biodiversité, donc, au sein de cette nature, ça va vraiment garantir tous les flux de bénéfices. Donc c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, dont dépendent du coup toutes nos activités et vos activités en l'occurrence. Mais comme on le sait, on vit au-dessus de nos moyens. Donc ça, vous connaissez aussi sûrement ce cadre conceptuel qui sont les limites planétaires. Donc une limite planétaire, c'est quoi ? C'est un seuil que l'humanité ne doit pas dépasser s'il veut pouvoir vivre durablement, tout simplement. Aujourd'hui, on sait très bien que on est allé au-delà de 6 des 9 limites planétaires déjà. Et là, c'est une petite anecdote. Si on zoome finalement sur la biodiversité, sur notre sujet, on voit qu'il y a une limite planétaire qui est directement liée à la biodiversité, qu'on a déjà dépassée effectivement. Mais finalement, si on regarde toutes les limites planétaires, elles sont indirectement ou directement liées à la biodiversité, puisqu'on va parler aussi de pression, donc de changement d'utilisation des sols, de changement climatique, de pollution, etc. Et donc cette situation conduit à des multiples crises de la nature. Donc heureusement, on a pu mettre à jour cette présentation, puisque ce matin, le WWF vient de sortir ce rapport. Je ne l'ai pas lu dans le détail, je l'avoue, mais j'ai mis à jour les chiffres qui, finalement, au début, on allait présenter ceux de 2022. Donc voilà, ça, c'est les chiffres de 2024 de ce matin. Donc vous êtes les premiers au courant. Donc de quoi on parle finalement donc tout ce qu'on vient de vous présenter là, va amener à l'érosion de la biodiversité. On parle même de 6e extinction de masse. On parle d'effondrement. Ce rapport est très alarmant puisqu'on a un petit peu peur d'un burn-out, ce que WWF disait de la biodiversité, et qui fait qu'en fait, on s'en rend pas compte, puis d'un coup, ça s'accélère et l'effondrement arrive plus vite que prévu. Le chiffre à retenir du coup de ce rapport, c'est qu'en 50 ans, la taille des populations d'animaux sauvages a diminué de 3/4, donc de 73%. Et ils ont fait aussi le zoom sur les différents types de populations en fonction des écosystèmes, donc marine, terrestre et eau douce. On voit que pour eau douce, c'est assez critique finalement. Donc c'est des chiffres alarmants, bien évidemment. Et donc on pourrait se demander, ok, so what, quel est le lien avec moi, et c'est triste, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et le lien, c'est que chaque organisation, toute activité économique impacte et dépend de la nature. Donc c'est ce qu'on représente ici, c'est-à-dire que mon entreprise ou toute activité économique va contribuer aux 5 pressions que l'IPBES a définies sur la nature, qui sont le changement d'utilisation des sols, l'exploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. D'ailleurs, le WWF en parle d'une 6e qui serait les maladies, donc à creuser, à lire le rapport. Donc ça impacte évidemment la biodiversité et la nature dans son ensemble. Et dans l'autre sens, pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui, c'est que notre entreprise va finalement dépendre de cette nature puisqu'elle nous fournit des services. Il y avait une présentation très intéressante aussi ce matin sur la valeur de ces services écosystémiques que vous pouvez regarder en replay, qui était passionnante. Et du coup, ces services qui sont des services d'approvisionnement, de régulation, des services culturels, de support, etc. Donc voilà. Ça fait le lien, ça fait la boucle, et ça explique qu'aujourd'hui, finalement, la nature, c'est pas une question seulement de RSE, mais c'est vraiment un enjeu qui doit être stratégique au niveau des risques de l'entreprise, qui doit être traité au même niveau que le climat. C'est ce qu'on voit déjà par rapport au cadre réglementaire et non réglementaire. Par exemple, cette année, le CDP a déjà restructuré vraiment tout son questionnaire, et on voit qu'il y a une vraie volonté de lier la vision stratégique nature et de plus différencier climat, nature, eau, biodiversité, etc. Donc ça commence dans nos réglementations, et ça va vers le meilleur, évidemment. Je vais laisser du coup Sabrina et Elodie vous présenter par la suite ce qu'on vous propose du coup. Voilà. Merci beaucoup Jeanne pour cette introduction. Donc effectivement, donc, il ne faut pas rester sur le fait que la nature c'est complexe, et donc comme c'est trop complexe, autant rien faire, hein, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc l'objectif c'est pas ça, c'est de se dire ok, c'est complexe, c'est un sujet qui est pas forcément évident de prime abord.
voilà, ça fait quelques années qu'on travaille sur le carbone, on commence juste à s'en sortir. Donc, comment on fait maintenant pour aborder cette thématique? Donc déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas, avec les mains levées qu'on a vues au départ, vous n'êtes pas tous au même niveau. Et donc, il faut prendre en compte votre maturité. Et le fait voilà, de savoir d'où vous partez. Donc ça, c'est déjà une première question à se poser, c'est d'où je pars. Parce que, par exemple, proposer une empreinte biodiversité à une entreprise qui n'a jamais rien fait, c'est peut-être pas forcément le bon parcours. Voilà. La deuxième chose, c'est aussi de savoir un petit peu quelle est votre typologie, quel acteur vous êtes. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un fort lien avec la nature, parce qu'on ne va pas l'aborder de la même façon, une entreprise agroalimentaire, luxe, textile, et une entreprise qui a des liens qui sont plus indirects, comme les télécoms, par exemple. Est-ce que vous êtes une institution financière? Et là, on ne va pas regarder les mêmes choses, on va plutôt aller regarder l'impact de votre portefeuille, de vos investissements, ou un territoire, parce que là, sur un territoire, vous avez du foncier, vous avez un espace bien délimité sur lequel on peut mener des actions qui peuvent être différentes. On peut aussi se poser la question, quelles sont vos attentes? Parce que vous pouvez aussi avoir des attentes qui peuvent être différentes. Vous voulez connaître vos enjeux, vous voulez identifier vos risques, vous voulez vraiment avoir un engagement et pouvoir peut-être valoriser cet engagement par un tiers, donc, comme par exemple entreprise engagée pour la nature. Vous pouvez aussi avoir envie de structurer votre stratégie biodiversité et mieux intégrer le sujet biodiversité dans votre stratégie RSE ou votre stratégie d'entreprise, c'est encore mieux, et où vous conformez à la réglementation. Donc ça va définir aussi des enjeux. Est-ce que vos enjeux, c'est purement réglementaire? Donc, vous venez nous voir et vous voulez dire, moi, je vais être 100% compliant CSRD. OK, très bien. Nous, on va quand même vous poser toutes les autres questions, puisque ça, voilà, c'est peut-être pas forcément le seul enjeu à prendre en compte. Il y a aussi, est-ce que vous voulez vous engager parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous voulez aller vers du volontaire, vous êtes un investisseur et vous voulez savoir comment, du coup, investir dans les entreprises qui sont peut-être les plus... comment savoir mesurer un peu les risques biodiversité de votre portefeuille, ou vous fixez des objectifs en lien avec le SBTN, ou vous orienter dans une prise de décision qui peut être une prise de décision stratégique. Et puis aussi, une question clé, on le verra aussi avec le groupe Renault, c'est quel est le périmètre, sur quel périmètre vous souhaitez du coup intervenir. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes outils, les mêmes approches si vous voulez avoir une intervention sur votre chaîne de valeur, vos sites ou votre produit. Donc ça peut être des approches combinées, ça ne veut pas dire que vous allez choisir en fait, mais c'est finalement que chaque combinaison, elle va vous fournir un cas d'utilisation qui va être différent. Donc ça va donner beaucoup de combinaisons, vous allez nous dire. Donc on ne va pas voir toutes les combinaisons aujourd'hui ensemble, mais avec notamment le témoignage de Renault, qui est engagé depuis plus de 3 ans sur le sujet de la biodiversité, on va faire bouger le curseur de la maturité et on va vous proposer 3 parcours en fonction de la maturité. Il y a d'autres curseurs qui peuvent bouger, mais c'est celui qu'on vous propose aujourd'hui. Et ça va permettre à Élodie de montrer aussi comment Renault a avancé sur sa thématique, sur le sujet biodiversité, d'une maturité faible, j'y connais rien, jusqu'à je commence à être plus mature. Je ne vais pas dire que complètement mature, mais plus mature. Donc peut-être avant de commencer, donc on va détailler ces 3 parcours. Avant de commencer, Élodie, qu'est-ce qui, chez Renault, a motivé par rapport, du coup, quand vous vous êtes posé ces questions, on va se lancer dans la biodiversité, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous êtes allé sur ce sujet-là? En toute transparence, on est allé sur ce sujet-là parce qu'on a vu que le sujet prenait de l'importance. Donc on s'est lancé vraiment en 2021, mais on y était déjà depuis 2018. 2018, c'était vraiment les balbutiements. 2021, on a notre gouvernance qui a été fortement modifiée. Et on a une personne qui est arrivée et qui nous a dit, mais sur la biodiversité, Renault, vous faites quoi? Et on a pris conscience du sujet et là, on s'est lancé. Voilà. C'est vraiment là. Il y a eu une volonté forte de la gouvernance d'aller sur ce terrain de jeu. Ok, merci. Vous nous en direz plus par la suite. Donc, pour chaque parcours, on fera aussi un focus sur les outils qu'on peut utiliser. Donc, on ne sera pas exhaustif, mais on vous montrera quelques approches méthodologiques pour aller un petit peu au-delà du discours et du témoignage. Donc, si on prend une étape une entreprise qui initie sa démarche
biodiversité. Donc on a beaucoup d'entreprises qui nous disent mais par où je vais commencer? Ben voilà, moi je ne sais pas par où commencer. Ce qui est important, c'est de se dire déjà, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne va pas pouvoir avancer sur tous les fronts en même temps. Il va falloir prioriser. Donc c'est vraiment le point, quelque chose d'important, et on va le voir dans chaque étape, c'est de pouvoir prioriser. On va en fait fonctionner en entonnoir, parce qu'on ne peut pas mener des actions sur l'ensemble des thématiques. Et puis il faut que les actions, elles soient en lien avec vos enjeux. Donc on l'a vu avec les ruches. Voilà, c'est bien, ça peut être bien de mettre des ruches, mais il faut que ce soit en lien avec les enjeux. Donc il faut bien que ce soit un enjeu matériel qui amène effectivement à cette action-là. Donc pour ça, la première étape pour nous, ce qui nous paraît important, et c'est un retour d'expérience qu'on a chez l'ensemble de nos clients, c'est vraiment la sensibilisation. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, le vocabulaire autour de la biodiversité, c'est un vocabulaire qui est nouveau, qui apporte des nouveaux termes. On a des nouveaux concepts à appréhender, et il faut que tout le monde en soit conscient. Et en tout cas, l'équipe projet. Ça, c'est important que l'équipe projet soit bien sensibilisée, mais aussi après les collaborateurs, le board, le COMEX, pour que l'ensemble de ces enjeux soient pris en compte et soient compris. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un benchmark, parce que c'est toujours bien d'aller voir ce que font les autres, et notamment d'aller identifier les bonnes pratiques. Donc, Renaud pourra le dire, on a fait une mission pour eux cette année, et on s'est inspiré, on a fait toute une partie de benchmark sur la partie des indicateurs, et voilà, quels étaient du coup les indicateurs biodiversité qui étaient développés dans différentes entreprises. Et ensuite, on va pouvoir faire une première identification de ces enjeux matériels pour pouvoir passer à l'action en fonction des enjeux qu'on aura identifiés. Donc là, sur cette première étape, sur ce premier parcours, l'entreprise elle va comprendre ses relations à la nature. Ça lui donnera une première vision de ces enjeux le long de sa chaîne de valeur, et elle va avoir une liste d'actions prioritaires à mener. Donc ça, l'outil de référence sur cette partie-là, c'est l'outil Encore, la base de données Encore. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une base de données qui permet d'avoir une approche sectorielle du coup, des impacts et des dépendances. Donc c'est un outil qui permet d'avoir un premier screening de vos impacts et dépendances. Sur la base, en entrée, on va prendre les activités de votre chaîne de valeur. Donc on va prendre en compte toutes les activités de votre chaîne de valeur. Donc pour une activité agroalimentaire, on va aller regarder l'agriculture, les cultures qui permettent les cultures de céréales, les cultures maraîchères qui vont permettre ensuite de manufacturer du coup les produits, puis le transport et la distribution. On va aller regarder les impacts et les dépendances tout au long de sa chaîne de valeur. Ça permet d'identifier des points chauds. Et comme je disais, d'avoir une première priorisation. Ces études basées sur Encore, elles peuvent être complétées aussi par des études bibliographiques, puisqu'il y a des choses aussi qui existent au niveau bibliographique, et également les compléter avec des premières données clients pour venir, vous voyez, on fait des ronds avec des tailles différentes pour donner la taille de l'enjeu. On peut aller les compléter avec des données qui vont être des données du client. Mais ça permet d'avoir un premier effort de collecte qui n'est pas forcément très important, et d'avoir une première identification de ces enjeux matériels. Donc ça, c'était du coup pour le premier parcours. Chez Renaud, du coup, comment vous avez initié la démarche et quelles ont été vos premières étapes quand justement votre direction vous a dit allez voir un petit peu ce qui se passe du côté de la biodiversité? On n'a pas été très original, on a suivi les étapes qui ont été mentionnées. Donc on a commencé par une sensibilisation de l'ensemble des personnes qui allaient pouvoir interagir sur le sujet de la biodiversité, de façon à ce qu'ils mettent des idées très claires derrière ce mot de biodiversité et qu'on parle tous le même langage. Ça a été une étape très importante. On a ensuite enchaîné avec une volonté de s'engager à l'initiative Act for Nature, et justement pour avoir des engagements pertinents par rapport à notre domaine d'activité. On a fait un screening de tout ce qui pouvait se faire, tous les engagements qui avaient pu être pris par les autres pour s'inspirer, et ces engagements, on les a confrontés aux connaissances qu'on avait pu acquérir lors de la sensibilisation, formation, et donc proposer des engagements en cohérence avec ça. Dans ces engagements, on avait pris soin de mettre des actions à très court terme pour pouvoir, dans la foulée, passer à l'action. Et dans les actions qu'on avait identifiées, il y avait cette volonté d'avoir une mesure de nos enjeux biodiversité sur nos sites. Nous, on s'est dit,
Ce qu'on maîtrise le mieux avant d'aller voir l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est nos sites. Donc, quelque part, on a choisi de se faire la main sur nos sites opérationnels et on a fait des premiers pré-diagnostics biodiversité avec des écologues pour identifier nos enjeux. Ces diagnostics étaient accompagnés également de plans d'action pour savoir ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation de nos sites. Et sur les sites pilotes, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des actions qui étaient transversalisables d'un site à un autre. Donc on a identifié des actions qu'on a appelées bonnes pratiques et qu'on a pu, du coup, à partir de nos sites pilotes, déployer sur l'ensemble de nos sites opérationnels de façon à mobiliser l'ensemble de nos acteurs sur le sujet et donner déjà du concret sur ce qu'était la biodiversité pour nos sites opérationnels. Et sur cette première étape, donc sur vraiment les premières actions que vous avez pu mener, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et est-ce qu'il y a eu des enseignements suite à cette première étape justement pour engager la suite du coup du parcours? Alors oui, on ne va pas se mentir, il y a eu des difficultés. On est dans un monde industriel, donc on arrive, on parle biodiversité, on parle nature. On est un peu en waouh, qu'est-ce que tu veux, Elodie, là? Tu me demandes des sous pourquoi? Pour la nature. Ok, c'est quoi le lien avec mon activité? C'est quoi? Et donc, pour convaincre et avoir les budgets, il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie, expliquer pour pouvoir avancer finalement. Et j'avoue que le soutien de la gouvernance a été très important sur cette étape pour initier la démarche. Donc ça a été une des premières difficultés. La seconde que j'aurais envie de mentionner ici, c'est que le sujet est vaste. La biodiversité, on l'a vu, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est facile de se perdre et de faire fausse route. Donc la formation a été clé, mais pas forcément la formation en one-shot. Ce qui a été clé pour moi, c'est le partenariat qu'on a pu établir avec l'entreprise qui nous a fait nos diagnostics biodiversité, parce que ça a permis de construire un parcours de formation au long terme, en fait, et formation continue. Parce qu'on avait toujours une bonne idée, tiens, on pourrait faire ça. Et on en parlait avec les spécialistes. Pas vraiment. Ça n'a pas pris en compte cette dimension-là. Et ça nous a vraiment aidé de se faire accompagner par des experts du sujet, quoi. Donc ça, c'est un vrai enseignement pour contrer cette difficulté que je mentionnais du fait que le sujet était vaste. Après, un enseignement aussi, on l'a vu, il y a beaucoup de facteurs de pression sur la biodiversité, mais il y a des facteurs de pression qui sont bien connus et déjà travaillés par les entreprises. Donc nous, on a pris le pari de voir la biodiversité comme un thème chapeau de tout ce qui pouvait être déjà fait chez Renault. Et du coup, pour aller convaincre à l'engagement, on a pu s'appuyer sur des choses existantes et ça nous a aidé à embarquer tout le monde. C'est toujours plus facile d'embarquer quand on a des points d'appui solides, notamment sur la décarbonation. Avec le plan climat, nous, on avait déjà des choses à mettre en avant dans notre stratégie biodiversité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup appuyé et qui a rassuré nos dirigeants. Et l'importance de bien délimiter son champ d'action, je pense que là, c'est aussi clé. Donc nous, on a pris le pari de se dire, c'est nos sites opérationnels, quoi. Merci beaucoup. On va pouvoir du coup avancer sur le parcours et on se dire, ça y est, maintenant, on a initié notre démarche, on est plus à l'aise avec les concepts, on connaît mieux la biodiversité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir avancer? Donc dans ce deuxième parcours, on est une entreprise qui est engagée. Ce qui est important, effectivement, on a une vision chaîne de valeur, mais la biodiversité, comme vous l'aurez vu, et comme l'a fait Renault, c'est aussi une affaire de qu'est-ce qui se passe au niveau local. Ce n'est pas qu'une affaire de chaîne de valeur. Donc il faut pouvoir aller identifier ces enjeux à l'échelle locale. Donc on verra, du coup, il y a des outils qui nous permettent d'aller identifier ces enjeux. Et une fois qu'on aura donc ces impacts, ces dépendances au niveau de la chaîne de valeur et au niveau de ces sites, donc à une échelle plus locale, on va pouvoir passer à l'étape d'identifier ces risques et opportunités. Parce que effectivement, quand on parle d'impact dépendance, on reste d'un point de vue un peu plus, on est sur l'opérationnel. Quand on va passer aux risques et opportunités, on va pouvoir aller parler à un COMEX, à un directeur financier, parce que là, on va commencer à évaluer l'incidence de nos risques, l'incidence de nos opportunités
en lien avec la biodiversité et de savoir un peu, ça va nous coûter combien. Donc, je suis une entreprise de la cosmétique. Je dépends fortement de la nature. Je sais, j'ai un endroit, une géographie qui est perturbée par le développement d'espèces exotiques envahissantes. Ça a un risque en termes d'approvisionnement. Hein, comment je vais évaluer ce risque? Mais ça peut générer aussi des opportunités. Le développement des connaissances sur la biodiversité nous permet de découvrir des nouvelles plantes régulièrement qui peuvent avoir des impacts, des impacts sur des effets bénéfiques sur la santé, et du coup, qui peut générer des opportunités marché également. Donc, il faut le voir aussi sous ces deux leviers. Et ça permet aussi d'avoir d'autres types d'acteurs dans l'entreprise qui vont être intégrés. Et ça nous permet de passer à l'action avec là un focus qui est plus en lien avec les risques et opportunités. Donc là, dans nos recommandations, c'est aussi de pouvoir remonter cette étape de risque et opportunité qui était spécifique à la biodiversité dans un processus d'évaluation des risques global qui existe déjà dans les entreprises, mais où souvent la biodiversité n'a pas sa place. Donc pour ça, on a différents outils qui peuvent exister avec une précision et des efforts qui vont être différents, que ce soit des efforts tant sur la collecte, sur l'analyse, que sur les données qu'on va avoir la granularité des résultats. Donc, EcoAct a développé du coup, depuis plusieurs années une plateforme de risque climat dans laquelle on a intégré aussi une dimension biodiversité, en compliance conforme à la CSRD, qui nous permet d'identifier les sites à proximité de zones sensibles pour la biodiversité. Donc ceux qui sont dans la CSRD actuellement peuvent cocher du coup une boîte, un data point, puisque du coup c'est un des indicateurs demandés par la CSRD. Effectivement, hein, quand on se met dans la nature, un impact ne va pas avoir le même effet s'il est à proximité d'une zone sensible ou d'une zone qui n'est pas sensible. Donc c'est important de savoir la sensibilité de son milieu. On ne va pas avoir le même impact si on est à proximité d'une zone naturelle, d'un parc, d'une zone mondiale UNESCO, que si on est dans une aire urbanisée. Donc il faut vraiment avoir cette notion-là. Et on a aussi la possibilité d'avoir la zone d'influence du coup de l'entreprise en fonction de son activité, puisqu'on peut avoir des zones d'influence qui sont différentes en fonction de l'activité. Et c'est intéressant, on a fait une étude pour un client qui a des sites du coup, qui sont à la fois en métropole et en outre-mer, et on a vu vraiment cette notion de site sensible apparaître, avec beaucoup de sites sensibles qui sont apparus à La Réunion notamment, parce que du fait qu'il y avait beaucoup d'espèces du coup en voie de disparition, en voie d'extinction, d'espèces endémiques, du coup qui augmentaient la note des sites, qui étaient à proximité de zones sensibles. Donc finalement, là, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour pouvoir mener cette étape 2, c'est important de connaître ces enjeux matériels et d'avoir été sensibilisé à ces notions. Les risques à prendre en compte sont identiques aux risques que vous pouvez prendre en compte sur le climat, les risques physiques, les risques de transition, les risques systémiques, et également la même façon de prendre en compte l'opportunité. Donc cette notion de risque et opportunité, elle peut tout à fait être faite à une échelle plus haute, et du coup sur des critères qui sont plus larges que la biodiversité. Mais en tout cas, il faut prendre en compte la biodiversité. Donc voilà pour cette deuxième étape. Et donc chez Renault, une fois que vous avez du coup été sensibilisé, une fois que vous êtes engagé, que vous avez mené vos premiers audits sur site, qu'est-ce que vous avez fait? On a continué à localiser nos impacts sur nos sites et à continuer la démarche qu'on avait pu engager pour avoir vraiment une cartographie de nos enjeux locaux. Et puis on s'est dit, c'est pas suffisant, sur nos sites on a aussi des projets qui peuvent conduire à de l'artificialisation de surface. Et là on s'est dit, oups, quel va être l'impact sur la biodiversité? Et on a défini des règles internes en fait, pour se dire que le risque biodiversité devait être intégré dans les démarches projets et pris en compte. Donc ces règles internes ont été, en lien avec la biodiversité, ont été ajoutées aux règles internes qui existaient déjà sur les sujets dits plus classiques chez nous, donc pollution des sols, prévention des émissions atmosphériques et ainsi de suite.
Et puis, sur les sites qui avaient déjà fait leur diagnostic, on s'est dit il est temps de passer à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, l'action la plus simple à pousser, c'était la gestion écologique des milieux. Et donc, on a poussé tout de suite la gestion différenciée des espaces verts. Donc, ça, c'était les actions un peu directes qu'on a pu faire. Et est-ce que vous avez également rencontré des difficultés sur cette étape? Là, vous étiez plus mature, les collaborateurs étaient sensibilisés, ils ont vu des personnes leur parler des plantes et des espèces qu'ils pouvaient avoir sur leur site. Est-ce qu'il y avait quand même toujours des difficultés sur ces sujets-là? Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, toujours le nerf de la guerre, les budgets. Ok, on fait des diagnostics, mais concrètement, on gagne quoi? On gagne de la connaissance. Oui, mais comment je peux valoriser ça? C'est la phase d'après. Donc ça a resté une difficulté, surtout que c'est pas comme beaucoup, mais c'est pas notre cœur de métier. On n'apporte rien sur le produit fini en regardant sur nos sites ce qui se passe sur la biodiversité. Donc c'est un changement de mindset à passer dans l'entreprise, mais c'était avec certains opérationnels un peu compliqué, quoi. Et puis l'autre point, c'est, vous le savez, en termes de biodiversité, quand on regarde, quand on cherche, on trouve. Et donc on avait plutôt tendance à me dire, écoute, on va pas trop chercher, comme ça tout va bien se passer sur les projets, on va pas être embêté. Non, parce que quand même, la réglementation elle commence à pousser fort, donc on va pas faire ça. Et puis, au-delà de la réglementation, voilà, on a quand même une conscience personnelle, on veut faire les choses bien, donc on va regarder et on va traiter les éventuels sujets qui apparaissent. Et justement, en regardant les sujets et en changeant d'angle un peu sur les projets, le fait de déployer la démarche éviter, réduire, compenser, pour nous, ça a été une opportunité. J'ai un exemple de projet où au début, on devait tout détruire, refaire à neuf, et c'était le projet initial, dit le plus intéressant. Et espèces protégées identifiées, donc non, on ne va pas faire. Et on a vraiment suivi le triptyque éviter, réduire, compenser, et le projet a été repensé. On a réutilisé des installations existantes, et au final, on va avoir la même fonctionnalité pour le projet. On va pouvoir rendre le même service à l'usine, mais avec un projet qui coûte moins cher. Et ça a été drivé finalement juste par le fait qu'on ait eu des espèces protégées d'identifier. Et ça a été, moi, à mon sens, une superbe opportunité d'avoir une meilleure rentabilité sur le projet, et tout en gardant la fonctionnalité du projet. Donc ça, c'est un exemple sur lequel je m'appuie énormément, parce qu'il ne faut pas le voir que comme une contrainte. Ça peut être aussi une opportunité dans le cadre des projets, d'ouvrir le regard. Ouais, finalement, penser les projets autrement. C'est effectivement pas forcément se baser sur les mêmes critères pour évaluer. On a repensé avec le triptyque éviter, réduire, compenser. Alors on y a été contraint, mais la contrainte est devenue une superbe opportunité, quoi. Bel exemple, effectivement. Très bien. Donc là, on est arrivé à une entreprise qui commence à être mature maintenant d'un point de vue biodiversité et qui va pouvoir aller plus loin dans la mesure de ses impacts. Pour l'instant, on a fait une évaluation qui est plutôt une évaluation qualitative. On se base sur des modèles qui sont des modèles sectoriels. Là, on va pouvoir aller plus loin parce qu'on connaît ces risques et opportunités, donc on va pouvoir aller mesurer certains de ces impacts. Ça permet aussi de prioriser cette notion. On travaille en entonnoir et ça va permettre aussi de pouvoir aller localiser ces impacts sur sa chaîne de valeur, mais pas partout. On a déjà identifié les points chauds. On va pouvoir parler là d'objectifs, on a une baseline, on a notre indicateur de référence qui nous permettra du coup de mesurer l'amélioration et d'avoir une vraie stratégie nature intégrée avec les autres enjeux, notamment climat. Donc ça, c'est un point important, c'est que il faut vraiment avoir en tête qu'une stratégie biodiversité, elle aura un sens que si elle est intégrée complètement dans une stratégie climat. Et vice-versa. En fait, on ne peut pas penser ces deux thématiques en silo. Elles doivent être menées ensemble. Donc, on a le cas d'un client qui avait effectivement un plan d'action climat qui, donc avec le bon sens, ils avaient arrêté ils avaient réorienté leurs produits. Ils fabriquaient des produits plutôt à base de pétrole, de matières premières pétrolières, et du coup ils se sont dit on va passer plutôt sur des matières premières naturelles.
Donc, ok, d'un point de vue climat, tout va bien, mais est-ce qu'ils ont identifié les risques liés à cette nouvelle dépendance, à ces nouveaux impacts qui étaient d'avoir plus d'ingrédients issus du milieu naturel? Donc, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise solution, mais il faut quand même pouvoir évaluer ces risques. Il ne faut pas oublier que voilà, les risques qu'il peut y avoir justement à faire ce switch. Donc, voilà, parce qu'une bonne idée climat peut être une mauvaise idée d'un point de vue biodiversité. Donc après, il faut évaluer les risques et comprendre un peu quel est le meilleur parcours, le meilleur choix, qui n'est pas forcément évident. Donc là, ça permet, du coup, cette étape-là permet vraiment d'avoir une stratégie biodiversité qui est fondée sur un diagnostic qui est solide, que ce soit sur la chaîne de valeur, mais aussi sur ces sites, et de définir des objectifs qui soient mesurables et des indicateurs qui soient clairs. Donc là, de la même façon que pour localiser les impacts, on a différents outils qui ont existé avec des efforts, que ce soit de collecte, d'analyse, qui vont être plus ou moins importants. Et pour quantifier les impacts, c'est la même chose. On peut avoir plus ou moins du coup de précision. Donc on peut faire une empreinte biodiversité, qui est le pendant de l'empreinte carbone, donc, qui peut être fait avec le GBS. Donc ça permet du coup de quantifier des interactions entre l'entreprise et la biodiversité. Par contre, voilà, il y a des limites parce qu'on n'a pas forcément l'état des écosystèmes. Mais on peut avoir déjà une première estimation détaillée. Si on veut aller plus loin, on peut partir sur des observations satellites ou, comme l'ont fait Renault, sur des inventaires sur site qui permet d'avoir une compréhension précise des impacts et dépendances au niveau local, mais par contre qui demande des ressources importantes. Donc sur des sites, voilà, on peut le faire. Est-ce qu'on pourrait le faire sur l'ensemble de sa chaîne de valeur? Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça vous permet de prioriser. En fait, ces différentes étapes vous permettent de prioriser. Et que si vous avez par exemple des inventaires à faire, vous allez pouvoir les faire sur la base d'un premier filtre qui vous permet d'identifier vos sites sensibles, comme on l'a vu en étape 2, et de faire peut-être vos inventaires uniquement, ou vos observations satellites uniquement sur les sites sensibles qui ont été identifiés. Donc ça vous permet déjà d'écrémer un petit peu l'ensemble des sites qui sont à prendre en compte pour vous focaliser sur vraiment vos sites qui sont à enjeu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de réaliser une mesure complète des écosystèmes, des espèces et des impacts. Donc, il ne faut pas faire qu'un volet, il faut avoir l'ensemble pour avoir une photo solide. Il faut coupler du coup la perspective chaîne de valeur avec analyse localisée, ça c'est très important d'un point de vue biodiversité, et assurer la synergie entre la stratégie biodiversité et les autres enjeux environnementaux, comme l'ont fait par exemple Renault, en prenant en compte les différents sujets, en intégrant la biodiversité dans leur sujet environnement et pas en le traitant en mode silo. Donc maintenant que vous êtes une entreprise mature, un peu plus mature on va dire, où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement et qu'est-ce que vous avez comme objectif pour les prochaines années? Et donc, effectivement, on est en plein dans ce que vous décrivez là. Donc actuellement, on est en train de travailler sur un indicateur pour avoir une mesure de l'impact biodiversité sur nos sites, pour avoir une valorisation des actions qu'on peut mener. Donc on a travaillé avec EcoAct sur le sujet. Et puis on est aussi en train d'agrandir un peu notre scope d'intervention. On s'intéresse à notre chaîne de valeur et regarder nos impacts et dépendances sur notre chaîne de valeur. Sans surprise, la phase amont et aval sera plus importante en termes d'impact biodiversité que nos sites opérationnels. Mais en tout cas, on a acquis la connaissance sur nos sites opérationnels pour pouvoir ouvrir maintenant notre scope. Et puis concrètement, on commence à s'attaquer à des projets de renaturation d'espaces verts sur nos sites pour faire revenir la biodiversité. Voilà. Et sur la stratégie nature, aujourd'hui, c'est en cours de réflexion, puisqu'on a lancé une étude sur le cadre de la TNFD, dans le cadre de la TNFD. Et est-ce que vous avez encore des difficultés?
Oui, vous allez dire, je suis vraiment focus budget, mais c'est la réalité. Et ce qu'on constate, c'est que dès lors qu'on veut passer à l'action, il y a des budgets d'analyse qui sont assez conséquents pour renaturer une parcelle avant de dire on va planter tel arbre à tel endroit. Et ben, il y a une phase d'étude, avant projet, suivi. Et ça, c'est encore une fois de l'argent à aller chercher sans même avoir des résultats. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et l'autre point important, alors on le sait, c'est une évidence, mais le rythme de la nature, il est différent du rythme des industriels. Et donc, quand on va renaturer, la première remarque, ça va être « mais c'est moche ». Oui, donc il faut mieux le dire avant. C'est pas très agréable, mais au moins les décisions sont prises en connaissance de cause et prévoir la communication qui va bien à côté pour engager, parce que les gens vont se dire « ah bon, on a dépensé ça, et en plus, c'est moche ». Donc, ouais, c'est une réalité, mais il faut en tenir compte, quoi. Et puis après, ce que je trouve important là, dans ce qu'on a fait sur le travail avec l'indicateur, on voit que c'est clé de travailler avec d'autres personnes. Et on fait tous face aux mêmes difficultés. Il y a des ressources disponibles. On a une plateforme qui a ouvert dernièrement, là, Entreprises et biodiversité, avec des supports en libre accès. Et je pense que c'est une vraie avancée pour travailler sur la biodiversité. Je vous invite à consulter cette base. Et ça décuplera les effets de tous, parce qu'on ne peut pas travailler en silo. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit encore pousser chez nous, mais c'est une vraie réalité, quoi. Et le sujet à voir au long terme, on apprend tout le temps sur ce sujet. Et ne pas se décourager. Nous, on y est allé étape par étape. Avec, bah oui, cette année, on n'a peut-être fait que 2 diagnostics. L'année prochaine, on en fera un peu plus. Et là, au final, on va avoir couvert l'ensemble de nos sites opérationnels avec des diagnostics biodiversité. Donc, sur 4 ans, 3 ans, on a réussi à couvrir l'ensemble des scopes de nos sites. Donc, vraiment, il y a les petits pas par petits pas, mais gardez à l'esprit qu'on avance, quoi. Merci beaucoup, Élodie. Jeanne, je te laisse conclure. Oui, je vais essayer d'aller vite pour garder du temps pour les questions. Donc ça, c'est la synthèse des retours d'expérience. Donc, c'est un retour d'expérience de cabinet de conseil. Il y a 8 bonnes pratiques que nous, on a relevées avec lesquelles on essaie d'engager nos clients. Donc la première, vous l'avez vu, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, c'est ex aequo en termes d'importance, mais ça va être l'importance de se former, de sensibiliser, d'identifier les enjeux de l'entreprise avant de choisir un outil ou une méthode, donc se poser les bonnes questions, évidemment. Identifier les pressions, les dépendances, qui soient matérielles, avant de passer à l'action. Expérimenter, collaborer, participer à des groupes de travail, des projets pilotes. Nous, c'est ce qu'on a vraiment cœur à faire à EcoAct. On participe à des projets européens sur l'empreinte biodiversité, sur la standardisation d'une empreinte biodiversité, sur des projets de 5 ans. On travaille avec des groupes de travail sur les certificats biodiversité pour comprendre comment ça pourrait... comment le marché pourrait se créer là-dessus. Donc vraiment, pas hésiter à collaborer, participer, voilà, comme Renaud aussi en parlait tout à l'heure. Avoir des approches combinées, on vient de le dire, sur chaîne de valeur et site. Ça, c'est les recommandations en plus de tous les cadres qui existent, dont la Commission européenne et le projet Align, par exemple. Donc, travailler de façon intégrée, climat, biodiversité au minimum, voire eau, sol, enfin, voilà, tout ce qu'on peut inclure et avoir une vision vraiment globale. S'inscrire dans des initiatives localement, c'est le mieux. Et bien sûr, valoriser l'existant. Donc, on ne part jamais de zéro. Et ça, c'est assez important d'avoir ça en tête. Je pense qu'on peut... et ça, c'est juste pour voilà, montrer, nous, du coup, EcoAct, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour accompagner les clients. Donc, c'est un petit peu toutes les étapes qu'on vient de présenter. Donc, peu importe en fait, la maturité, on essaie d'accompagner, donc que ça soit se familiariser avec le sujet pour se former, prioriser, donc quels sont mes enjeux matériels, évaluer, donc quantifier les impacts, les dépendances, analyser les risques et opportunités. On va aller aussi au-delà, définir des objectifs, voilà, proposer des indicateurs qui soient pertinents, des engagements SBTN ou entreprises engagées pour la nature, par exemple. Et bien sûr, passer à l'action, divulguer. Donc ça, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour le faire. Et il ne faut pas attendre ni l'outil parfait, ni la méthode parfaite. Il faut s'engager. Il faut tester, expérimenter. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On est au stand, je ne sais plus, il est après 184, niveau 3, et tu peux laisser derrière moi la slide. Si vous voulez vous inscrire aussi à notre newsletter, il y a plusieurs webinaires qui arrivent, on publie beaucoup sur le sujet. Donc n'hésitez pas également à scanner ça.
Et du coup, il nous reste 3 minutes pour les questions. Il y a déjà des questions, je ne sais pas si... Bonjour, Anne Pellier, consultante en mécénat environnemental. Pour aller plus loin, si vous souhaitez développer votre mécénat pour l'environnement, pour la nature, sur pas les sites pilotes sur lesquels vous travaillez, mais sur les territoires, mais n'hésitez pas parce que le mécénat environnemental est en retard par rapport aux autres causes. Ça, c'est le premier sujet. Et j'aimerais insister sur la qualité de la plateforme qui a été lancée, Entreprises et Biodiversité. Elle a été lancée par Auré la semaine dernière au Muséum national d'histoire naturelle. Et vous avez vraiment tous les outils et les méthodologies biodiversité pour les entreprises. Et enfin, j'ai une question. Quand vous travaillez sur vos chaînes de valeur, parce que finalement, les sites... Bien sûr, il y a une empreinte biodiversité sur vos sites, mais dans les chaînes de valeur, dans la manière dont vous extrayez les matériaux, dans toutes ces chaînes de valeur-là, vous avez plein de parties prenantes. Comment vous faites pour emmener vos parties prenantes à se transformer pour réduire leur empreinte biodiversité? Du coup, je prends la question. Je vais juste rappeler mon périmètre parce que je ne vais pas avoir la réponse à vous apporter malheureusement à la question. La direction hygiène, sécurité, environnement, on travaille avec les sites opérationnels. Du coup, je ne représente pas la direction RSE qui prend ce sujet-là et qui a piloté la réalisation de l'empreinte biodiversité pour le groupe, qu'on n'a pas encore publié, mais qu'on a. Et du coup, là-dessus, il y a forcément une réponse à apporter. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Renault édite des Green Purchasing Guidelines qu'on demande aux fournisseurs de connaître et de suivre. Mais à ce jour, on est plus sur des recommandations sur ce sujet-là que sur une demande forte. Bonjour, je vais faire vite. C'est vrai qu'on est beaucoup moins mature sur la partie biodiversité. Moi, j'avais une question. On utilise le mot indicateur, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur la meilleure manière de mesurer l'impact en termes d'indicateurs? Et est-ce qu'il y a un scope 1, scope 2, scope 3, enfin l'équivalent par rapport au carbone? Parce que là, on parle des sites, ce qui serait l'équivalent d'un scope 1 par rapport à une activité. Alors, est-ce qu'il y a un indicateur biodiversité? Non, il n'y en a pas, parce que la biodiversité, elle est multiple, et du coup, derrière, il faut pouvoir l'adresser de façon multiple. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, il peut y avoir des métriques, il y a des métriques uniques qui existent, il y a le MSA kilomètre carré ou le PDF, mais c'est des métriques qui sont compliquées à appréhender. Donc, par exemple, dans le cadre de la mission Renault, on est parti de leurs données. On a 5 facteurs de pression. On a pris un indicateur par facteur de pression, utilisation des ressources, consommation d'eau, changement climatique équivalent CO2, pollution phosphore, on a pris finalement 4 ou 5. On a pris 4 ou 5. Espèces exotiques envahissantes, ils avaient du coup des données espèces exotiques envahissantes, et on en a fait un indicateur agrégé qui est l'indicateur Renault sur les données Renault, et des données qui comprend, qui sait utiliser, un indicateur qui sait utiliser. Donc après, oui, il y a des outils de mesure d'empreinte, mais qui sont plus difficiles à appréhender. Donc ça dépend de la maturité. Et il n'y aura jamais une métrique unique sur la biodiversité. Il y a trop de diversité dans les approches pour dire qu'il y aura une seule métrique. Et juste pour compléter, nous, on participe à ce projet européen pour la standardisation de l'empreinte biodiversité, donc à l'échelle européenne pour entreprises, collectivités, etc. C'est très compliqué. Il n'y aura pas forcément à la fin une métrique unique et un outil magique. Par contre, il y aura un guide un peu comme ce qu'on présente, c'est-à-dire en fonction de mon secteur, de ma maturité, de mon objectif, quel outil est à utiliser, quel est l'indicateur pertinent pour moi. Et voilà, donc ça, on tend vers ça. Et bien sûr, tous les outils qui existent, qui sont plus ou moins matures aujourd'hui, ils s'améliorent encore de jour en jour. Et encore une fois, on expérimente, on les améliore, même nous, en tant que cabinet conseil. Et c'est pas parce que ça n'existe pas, l'outil magique, encore une fois, qu'il faut s'arrêter là.
Bonjour. Moi, j'avais une question sur la définition du site sensible, qui est un terme qui revient régulièrement dans la taxonomie et autres et qui n'est pas précis. Nous, dans notre entreprise, on s'interroge beaucoup. Évidemment, on va utiliser tout ce qui est données géolocalisées. Par contre, on ne sait pas à quel moment, combien de critères on va croiser. Du coup, je m'interrogeais, comment est-ce que vous avez décidé dans votre cas? Est-ce que vous incluez aussi votre marge d'action sur les manières de recouvrer? Est-ce que ça inclut les types d'activités, etc. Donc effectivement, on s'est basé sur la littérature scientifique pour définir la zone sensible. Et effectivement, on a des buffers, donc des zones d'influence qui vont être différentes en fonction de l'activité de l'entreprise. Puisqu'une mine, par exemple, n'aura pas la même zone d'influence qu'un hôtel. Donc du coup, on va avoir une sphère d'influence qui va être différente et on va aller plus loin, on va aller chercher plus loin le site sensible sur une mine que sur une activité touristique. Et on s'est basé sur la littérature et sur les bases de données du coup qui sont. Donc c'est vrai, c'est encore flou. Donc on espère que ça va être mieux défini. Donc nous on s'est basé sur la littérature scientifique. On a fait un benchmark et on a mouliné tout ça pour dire voilà ce qu'on pense être une zone sensible en utilisant les bases de données de référence en lien avec les aires protégées. Les SNIEF, les Natura 2000, ce type de zones. Je crois qu'il va falloir qu'on libère la salle, non? Je sais pas. Oui, juste dernière question, parce que quand vous avez des outils en place, est-ce que vous pouvez prévoir, si vous faites telle et telle action, dans 5 ans, que ça va se réaliser sur la biodiversité? Est-ce que vous avez ces précisions? De voir l'indicateur évoluer en fonction des impacts des actions qui sont menées. Si vous dites on peut faire telle et telle chose, et dans 5 ans, il aura ça comme impact, est-ce que vous pouvez mesurer ça? Bah non. non. Clairement, la biodiversité, la nature, c'est malheureusement, on a déjà beaucoup de mal à l'évaluer aujourd'hui. Mais alors prévoir comment elle va évoluer d'elle-même dans 5 ans, c'est impossible. Par contre, on peut faire le suivi. On peut prévoir, je sais pas, des analyses soit satellites, soit terrain pour voir l'évolution. Par exemple, si on plante des arbres, etc., pour voir le couvert forestier. Ça, on peut voir l'évolution, mais on peut difficilement prévoir dans 5 ans si oui ou non. Alors, par exemple, nous, on fait des projets de solutions fondées sur la nature. Donc, bien sûr qu'on essaie de prévoir à 5-10 ans que nos projets ils vont bien se porter, séquestrer, mais on va prendre on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Par contre, un projet dont on n'a pas la main dessus, impossible de savoir si. Je crois pas. On a des tendances, mais c'est pas des certitudes. Là, parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la biodiversité. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au stand EcoAct. Et merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous.